Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc, le Before comme d'habitude, depuis le Bike and Coffee, tête de course à Nyon. Jolie émission aujourd'hui avec un invité spécial, mais nous serons, pour une fois, il y a 2 entraîneurs et 2 journalistes, ça va être intéressant, la confrontation d'opinion peut-être. L'équipe habituelle, vous la connaissez avec le coach Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir. Et puis l'invité d'aujourd'hui, c'est Cyril Pache du Sport Center. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, et vous vous en doutez bien, si on a invité Cyril, c'est parce qu'il a aussi fait un peu l'actualité cette semaine, notamment autour du Lausanne Hockey Club. Ça sera un des sujets principaux évidemment de cette émission. Mais comme d'habitude, on va faire un petit tour de table. Encore une fois, mis à part peut-être le Lausanne Hockey Club, on en parlera beaucoup. Avez-vous retenu quelque chose de spécial durant ces dernières heures ou ces derniers jours, Laurent ? Je voulais revenir sur la rencontre fribourgienne. Évidemment, la rencontre, je reviens sur l'article de Cyril, le Super Week-end, il a baptisé ça le Super Week-end, mais c'est vraiment un back-to-back et avec des rencontres folles, puisque très importantes à tous les étages. Évidemment, l'invité, Cyril Pache, on a pas mal de choses à lui demander, et la Champions League, Zug, et puis revenir sur ce match et certains points. Christian Ponty. Alors moi j'ai 3 choses. La première c'est, je voulais quand même relater le très beau parcours de la Chaux-de-Fonds qui est quand même à 9 victoires en 10 matchs sur les 10 dernières prestations. Et puis moi ce qui m'importe le plus aussi, puisqu'on est roman, c'est que je ne sais pas qui va affronter le futur premier de Swiss League, mais moi j'aimerais bien que ça soit Chaux-de-Fonds, et ils sont à 3 points. Ouais. Donc sacré job. Et puis il y en a qui vont dire oui, la Swiss League machin. En attendant, gagner 9 fois d'affilée, moi je dis respect. Donc là il y a un gros job qui se fait. Ensuite la deuxième chose, c'est le marché des gardiens, des backups, mais la deuxième vie en fait des anciens gardiens. Je m'explique. Manzato a re-signé à Berne. Et en fait, on s'est rendu compte cette année, encore plus que les autres années, que franchement d'avoir 2 bons gardiens c'est hyper important, mais le problème c'est indispensable. Voilà, mais surtout ce qui est important c'est d'avoir 2 bons gardiens qui s'entendent. Et l'avantage quand tu as un backup old style, enfin ancien on va dire, c'est souvent un gars, et puis Manzato c'est le meilleur exemple, c'est des gars qui pour les jeunes sont souvent très importants et en plus qui livrent la marchandise. Donc en Suisse en général, il y a Ritz qui fait un excellent travail, il y a Manzato, il y a Zurgirchen. Et après, tu as des plus jeunes gardiens, comme justement Charna et autres, mais le problème aussi, c'est que ces gars-là, souvent, ils veulent aussi être premiers gardiens. Donc, le vivre ensemble, c'est très important. Et je pense que des gars comme Manzato, ils prennent une valeur, pas inestimable, mais pas loin. Parce que ça permet à ton premier gardien de se développer, parce que ton deuxième, il a déjà vécu sa vie de gardien, mais en même temps, je pense que Ritz, ils doivent être très contents d'avoir un gars comme Ritz. C'est vrai que ça sera intéressant de parler des gardiens parce que potentiellement il y en a 4 ou 5 qui pourraient être des numéros 1 et qui aujourd'hui cherchent déjà un job comme numéro 2. Mais ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et même un Konz. Oui, même un Konz, effectivement. Fort. Cyril Pache, mis à part Lausanne, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a vraiment retenu votre attention ? Vous avez compris le principe. Je parlerai de la grosse blessure de Grégory Hoffmann à Zug et la question, est-ce que Zug finalement va quand même réussir à accrocher cette place en play-off ? Fribourg-Gotteron, on n'en entend pas beaucoup parler. Est-ce que c'est pas finalement notre meilleur candidat ? Bon signe. Est-ce que c'est pas notre meilleur candidat roman pour un éventuel titre cette saison ? Et est-ce qu'il faudrait pas commencer un petit peu à se méfier de cette équipe ?
Et la troisième chose que j'allais dire, c'était un truc sur Lausanne, mais comme tu m'as dit qu'il fallait pas. Donc alors, on va dévoiler Lausanne tout à l'heure parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et nous ne sommes plus les seuls maintenant à en parler avec une certaine vigueur, on va dire ça comme ça, et tout le monde s'empare un peu du sujet. Autres podcasts et autres émissions radio ou télévision. Bah, puisque le premier titre qu'il nous a donné, c'est Hoffmann, c'est Zug. On va peut-être commencer avec la Champions Hockey League une fois pour commencer. Exactement. Hein, alors, ce que je peux dire sur la Champions Hockey League, vraiment le niveau est très très haut. Zug a très très bien joué. Malheureusement, Elzanko, je sais pas si Elianko, je le prononce pas bien. Christian. C'est un mur, hein, celui-là. 95% d'arrêt. Ils ont très très bien joué le match. Le gardien de Tappara Tampere, on va préciser Tampere, pour tous ceux qui n'ont pas suivi le match. Exactement. 95,3 sur la compétition. C'est tout simplement prodigieux et je pense que s'il y a un gardien qui est en fin de contrat un jour, il peut être intéressant pour le championnat. Ensuite, la profonde différence, c'est la constance sur les deux rencontres. C'est-à-dire que là-bas, ils t'ont rien laissé, puis t'as pas produit grand-chose. Là, ils ont fait un super match, mais finalement, ils perdent Hoffmann et une grave blessure. Hein. C'était vilain quand tu le vois sortir comme ça. Tu perds le match, tu te qualifies pas. Et le premier objectif, c'était de gagner la Champions League. Et là, j'ai peur. Justement pour Zug pour les playoffs. Vraiment parce qu'on avait dit que c'est une équipe qui pourrait être très très dangereuse en cas de victoire en Champions League avec l'énergie de la victoire. Mais là, en perdant ton leader offensif qui cette année fait une bien meilleure saison et puis en perdant comme ça, malgré un gros deuxième match, ça te met vraiment un coup au moral. Oui, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Le premier match, ils se sont fait défoncer. Ils ont perdu 2-0, mais ils ont été complètement dominés. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Tactiquement, ils sont Par contre, le deuxième match, c'est différent. Et enfin, à retrouver un public, puisqu'il y avait un peu plus de 5000 spectateurs. Mais c'est vrai que, messieurs, vous intervenez quand vous voulez, mais c'est une déception parce qu'on y croyait quand même. Peut-être que c'est la première année où véritablement une équipe de Suisse pouvait remporter cette compétition continentale. Ouais, alors exactement. Et je pense que pour moi, peut-être que Zug a perdu bien plus que la Coupe d'Europe parce qu'effectivement, rappelez-vous Dubé, quand il disait qu'il a perdu Sorensen sur blessure, c'est exactement le même cas de figure avec Hoffmann. Mais le problème, c'est que c'est pas au bon moment parce que là, les playoffs arrivent. Après, moi, je vais quand même dire une chose. J'ai trouvé que les Finlandais ont fait une démonstration de roublardise. Je m'explique. Abdelkader s'est fait allumer tout le match. D'habitude, c'est lui qui allume les gars. Et les gars, ils l'ont allumé. Ils ont été malins. Ils serraient la canne sous les bras. Il y avait des pénalités. Ils ont été très, très roublards. Et pourquoi aussi ? Parce qu'ils sont capables, quand le niveau physique monte, d'être très très rude dans les duels et surtout souvent ils sont pas pénalisés et du coup ils ont été hyper malins et je pense qu'il y a eu un gros coaching du côté moi j'ai trouvé que Zug finalement c'est les gros joueurs qui jouent en équipe suisse qui sont ressortis et puis ceux qui sont un peu en retrait on les a aussi vus et juste préciser là-dessus c'est que Souris a marqué un goal important et ça fait du bien de le voir et c'était une délivrance donc ça peut être intéressant pour la fin de la saison mais encore comme je le dis souvent les défenseurs suisses en grande difficulté par moment. Cyril Pache, Hoffmann. Hoffmann, c'est le gros problème. Ça pourrait être un gros problème pour Zug. Hein. Forcément, c'est quand même un des meilleurs Suisses, même peut-être certainement le meilleur Suisse de l'équipe. Donc c'est un gros coup dur. Après, pour Zug, c'est vraiment le parcours catastrophe, quoi. Tu arrives jusqu'en demi-finale, alors que l'objectif c'est de gagner la compétition. Tu te fais éliminer à la maison. Tu as un peu l'impression que tu as fait tout ça pour rien quelque part, quoi. C'est frustrant. Hein, voilà, il y a une certaine frustration. Après, je pense que pour eux, quand même, le gros objectif, c'est de réussir un triplé qui serait inédit, en tout cas qui remonterait à très très loin dans le temps. Cloton d'ailleurs, si je me trompe pas. Cloton et puis aussi Lugano à l'époque. Lugano. On n'était pas nés. Dans les années 90. Mais nous, oui. Pour avoir eu l'occasion de parler quelques instants avec Dan Tangnes la semaine dernière quand Zug est venu à Vienne, lui disait que c'est un peu la première fois que ces joueurs se retrouvent dans une situation qui est un peu difficile. Donc, ils sont dans le dur. Ils sont un peu là comme... il y a un peu l'effet de surprise, quoi. Ils sont dans le dur. Il a aussi dit que en ayant eu autant de succès les 2 dernières saisons, ça entraîne aussi beaucoup de il y a eu les fêtes de titre, il y a eu les après-fêtes de titre, il y a eu après forcément dans une bonne équipe, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en équipe nationale, donc c'est des saisons à rallonge.
Et puis voilà, là c'est la première fois qu'ils se retrouvent un petit peu avec de l'adversité, mais lui il part du principe que ça peut les aider après sur la durée, parce que justement s'ils réussissent à surpasser ces moments qui sont durs maintenant, ça va leur rendre service plus tard. Ouais, mais au moment où va se jouer la saison, il faudrait peut-être avoir une défensive un petit peu moins faiblarde entre guillemets. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé avec Noah Rod, mais il y a des équipes qui ont 3 défenseurs étrangers avec des joueurs blessés notamment. C'est ce qui pourrait arriver là-bas. C'est ce qui pourrait arriver là-bas et à Genève aussi. Donc on verra, mais moi je vois des équipes avec 3 défenseurs étrangers être dangereuses si le gardien tient la baraque, quoi. Ouais, puis après il y a quand même une chose qu'il faut préciser, ce que disait Cyril, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie, Zug c'est quand même une équipe de play-off, hein. Et souvent, quand le temps dur arrive en play-off, ils ont réussi à mettre sur on. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont encore y arriver? Et ils ont aussi gagné le titre l'année passée en perdant 3-0. Entre guillemets, sans Hoffman qui n'a pas été un facteur pesant sur les playoffs. Par rapport à l'année précédente où il avait vraiment été exceptionnel. Kovar était plus important. Mais là, Kovar, cette année, c'est difficile. Ouais. Vraiment beaucoup plus difficile que la précédente saison. Mais bon, avant les playoffs l'année passée, il était un peu ordinaire. Oui, mais c'est quand même supérieur. Et Célaric, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant, je trouve. On attendait plus de ce joueur. Ouais. Bien, Laurent Perroton, vous êtes revenu avec un bottin téléphonique de notes, alors on va peut-être y aller. On va commencer par la page 1. Allez, on commence par la page 1. La rencontre fribourbienne. Oui. Oui. Juste venir sur cette rencontre, en fait, ce qui a fait vraiment la différence, c'est Sateri, je ne sais pas si t'étais au match. Hein. J'étais au match. Sateri, je l'ai trouvé ordinaire par rapport à l'habitude. Hughes, qu'on a beaucoup critiqué ici sur ses dernières prestations, est à 96,15% d'arrêt, donc il était bien mieux. Mais par contre, ce qui est marrant sur les deux équipes, c'est qu'on dilue pas mal le temps de jeu. Quand on regarde, c'est Yakovenko qui a 20 minutes 04 et de l'autre côté, c'est Gunderson à 19,37. Pour des défenseurs étrangers dans la ligue, c'est vraiment pas énorme. Et puis après, 20 minutes, c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Mais par rapport à ce qui se fait dans d'autres clubs, c'est relativement correct. Ouais. T'es vite à 26, et puis du côté des Berchi à 4,52, celui qui a bien le moins de temps de jeu, mais c'est complètement logique. Et du côté de Fribourg, Bikov qui a joué que 5 minutes 19, même en gagnant 6-1. Donc est-ce que c'est un signal aussi par rapport à ce qu'on annonce, ce qu'on parle depuis un moment? Je ne sais pas. Dès le départ, il était 13e attaquant. On savait qu'il ne jouerait que sur le powerplay. Et après, sur le premier powerplay, il avait à peine 2 minutes dans les jambes avant de jouer le premier powerplay. Vous ne pouvez pas non plus lui demander d'être hyper au top. Hein. Bien sûr, non, mais voilà, ça c'est une question qu'on se pose depuis un moment. Puis après, la profonde différence depuis un moment, c'est les étrangers. Les étrangers performent. Motet, c'est un poil mieux. Berchi, c'est très bien. Donc du coup, tu as Sprunger qui met toujours des goals importants. Du coup, la qualité de cette équipe par rapport à l'homogénéité, les étrangers devant, derrière, les joueurs suisses. Le retour de Berra est annoncé dans 2 semaines. Faudra voir dans quel état de forme il est. Mais si on devrait jouer contre Zurich. Si on retrouve un gros Berra avant les playoffs, c'est vraiment très très solide. Juste les stats, pour vous donner les stats, on avait parlé de ça pendant un moment, mais vous vous rappelez, au niveau de l'attaque, c'était une catastrophe. Ils étaient à un moment même 13e. Ils sont passés à la 5e, toujours défensif 2e. Powerplay 2e. Et puis après, au niveau du gardien, ça a remonté un petit peu dans les stats. Donc ils sont vraiment sur les situations spéciales ou sur le jeu à 5 contre 5, ils sont vraiment dans le haut du tableau. Oui. Et moi, je les vois vraiment dans les 6. C'est très très dangereux si tout le monde est performant au bon moment. Maintenant, le gros truc pour Fribourg, ce que va devoir faire Dubé, c'est d'arriver à continuer à diluer, à mettre de l'homogénéité dans son équipe, mais être prêt au bon moment. Et si l'équipe est prête au bon moment sans blessure, là, ils ont vraiment une équipe compétitive. On les a beaucoup critiqué sur le début de saison sur les étrangers, maintenant c'est beaucoup mieux. Justement, on va laisser, on va écouter Cyril Page dans un instant puisque lui était sur place. Moi, je me suis fait un malin plaisir aussi à relever que, notamment sur les tirs adressés en direction du gardien adverse, il y avait 11 tirs cadrés venant de l'ensemble du contingent des étrangers de Gauthieron, alors que le seul duo Motet-Berchi avait adressé 12 tirs en direction du gardien adverse. Ça veut dire finalement que maintenant tout le monde commence à retrouver un petit peu sa productivité, sa production offensive, on dira normale. Oui, il a trouvé ses duos. Moi j'ai l'impression qu'il commence à trouver ses duos, puis après il alterne selon les matchs, selon la forme du moment. Il coach vraiment, c'est pas comme avant. Au feeling un peu. Au feeling. Et puis moi je vous ai toujours dit que je pensais que c'était une équipe qui pouvait être très dangereuse. Cyril.
je crois que les choses sont en train un peu de se mettre en place à Fribourg. Il y a eu, en début de saison, ils n'ont pas été aidés par les blessures, notamment Sørensen, qui est aujourd'hui, on voit, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Les Suisses aussi, je pense, ont mieux trouvé leur place. En début de saison, on sentait un petit peu que que le passage à 6 étrangers avait un petit peu bouleversé la hiérarchie et qu'il y a des joueurs qui ont dû faire un petit switch mental. L'arrivée de Berchi aussi. L'arrivée de Berchi aussi qui a un petit peu bouleversé les temps de glace, les responsabilités et puis l'amour que certains joueurs ressentaient avant de leur coach qui était tout à coup plus le même. Et puis là, il y a eu un petit peu de friture en début de saison, mais maintenant j'ai l'impression que ça se met en place, quoi. Ouais. Juste Sørensen, hein, sur le ratio, c'est lui qui a le meilleur ratio de l'équipe avec 0,86 points par match, sachant que c'est cette premier match, il avait 2 points. Ouais, en 5 matchs quasiment. Donc c'est vraiment impressionnant. En fait, moi je reviens à chaque fois là-dessus, mais c'est vrai, on a discuté avec Dubé. En fait, on s'est rendu compte qu'il a mis un plan d'action en fonction de ce qui s'est passé l'année passée pendant les playoffs. Il a dit qu'il diluerait le temps, donc il n'était pas inquiet du manque de performance de certains joueurs parce qu'effectivement, ils avaient moins de temps de jeu. Par contre, on sent une espèce de montée en puissance puis qui est habitée par la confiance et finalement, c'est incroyable, mais les blessures des joueurs de Fribourg sont en train d'être un plus pour Fribourg. Je m'explique. Sørensen, il a fin de glace, il est bon, et puis Delarose suit parce qu'il a fait ses duos depuis les championnats la pause de l'équipe nationale. Voilà. Ouais. Et puis, comme je l'ai dit, si Berra est vraiment en forme on time dans 2 semaines, ils auront peut-être le meilleur duo de gardiens parce que Hughes, c'est le backup qui aura le plus joué au niveau de la confiance avant les playoffs. Et puis il va arriver avec une équipe fraîche et peut-être qu'il n'y aura pas cette pression qu'ils avaient l'année passée parce qu'ils ont tellement tout gagné à un moment donné avant. Et peut-être justement on dit toujours que les playoffs c'est une question de timing et le timing il est bien et c'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de montée en puissance qui est habitée par la confiance. Puis ils ont toujours leur public en plus, donc moi je pense que Fribourg, il y a un peu comme on dit les étoiles qui s'alignent. Ouais. Alors Fribourg a remis un petit peu l'église au milieu du village après la cacade de 4 jours auparavant. On va quand même dire que Bienne c'est pas n'importe quoi. Alors là vous allez nous en parler plus facilement aussi de c'est votre ancien club aussi, Cyril, et là on va en même temps virer un tout petit peu sur votre personnalité. Que pensez-vous de ce HC Bienne cette saison? Alors, en l'occurrence, mardi, c'était un peu du n'importe quoi quand même, bien. Là, faut reconnaître qu'ils sont un peu passés au travers. Mais sur la saison, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup voir jouer. Alors, bien sûr, je viens de Bienne, je vis à Bienne, donc j'ai peut-être un petit peu un avis partial. Ouais, voilà. Mais faut quand même reconnaître que dans un bon soir, c'est une des équipes les plus cool à voir jouer. Quand vraiment ils s'y mettent, c'est vraiment sympa. Offensivement, il se passe toujours quelque chose. C'est une affaire qui roule depuis plusieurs saisons maintenant, avec pas mal de joueurs qui sont ensemble. Les lignes changent presque jamais en fait. On a par exemple toujours la ligne des Uriquois, la fameuse Brunner, Kunti, Künzle qui a pas changé depuis, je pense depuis que les 3 sont à Bienne. Donc, est-ce que ça peut se retourner une fois contre Bienne que d'avoir finalement des triplettes figées? Non, je crois pas. L'adversaire connaît quand même bien l'adversaire. Enfin, l'adversaire connaît bien. C'est la force. Voilà, ils vont gagner comme ça, ou alors ils vont tomber la fleur au fusil comme ça, quoi. C'est bien. Et puis, pour l'instant, ça fonctionne bien. Il leur manque toujours un petit peu cette froideur. Peut-être que Genève a un peu plus. Nordique. Ou peut-être Fribourg a aussi un peu Nordique. Plus. Voilà, pour des fois tuer des matchs, quoi. Ouais. Bienne, c'est toujours un peu compliqué ou long à se dessiner, mais voilà, ça fait un peu partie du spectacle. Et puis surtout cette saison, ils ont quand même cette capacité souvent à remonter des résultats défavorables. Ces derniers temps, ils ont plusieurs fois remonté des 2-0, 3-0. Et même mardi à Fribourg. Ce sont pas des as pour les débuts de match, disons, depuis le début de cette saison. Non, voilà, mais ils ont cette capacité à revenir. Et même à Fribourg mardi, alors que c'était vraiment un mauvais match pour eux, on a senti que même le public fribourgeois n'était pas tranquille jusqu'au 5e but, quoi, jusqu'au 5-1. Là, ils se disaient, on ne sait jamais que c'est Biennois. Mais voilà, je pense que c'est une bonne équipe qui tourne bien. Et puis,
tout peut arriver avec lui. C'est marrant ça, parce qu'au début de cette émission, quand vous avez parlé d'un roman qui pourrait être la bonne surprise du championnat, vous avez d'abord parlé de Fribourg, alors que finalement, c'est vrai qu'on balance un peu entre Fribourg et Bienne, hein, maintenant depuis quelques semaines. Au départ, on disait plutôt Bienne, et maintenant j'ai l'impression que le virage prend tout doucement la direction fribourgeoise, non ? Moi, ce que je peux te répondre par rapport à cela, c'est que j'ai toujours dit ici que mon inquiétude pour Bienne, c'est la quantité dans la qualité. C'est-à-dire que s'ils ont 3 grosses blessés, c'est beaucoup plus difficile dans la profondeur par rapport à certaines équipes romandes. Et ça, c'est un vrai problème. Et surtout dans les rôles. La profondeur à Fribourg ? La profondeur dans les rôles. Ah, dans les rôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez Sprunger, qui est un joueur emblématique, qui est un buteur qui se blesse, ça se voit peut-être moins qu'un As à Bienne, par exemple. Par contre, ce qui m'impressionne à Bienne, pour moi, dans les gros championnats européens, un gars qui est au-dessus de 0,50 points par match, c'est un gars qui est un bon joueur du championnat. À Bienne, j'ai fait le ratio, là, ils sont 11. Vous vous rendez compte ? 11 joueurs au-dessus de 50. Et donc, Offer, Olofsson, Salinan, As, Rayala, qui est en grande difficulté, Brunner, Yakovenko, Radgeb, Ischier, Kunti et Künzle. Et il y avait encore, comment il s'appelle, le joueur qui joue en premier bloc, là, qui est un peu descendu dans les blocs, le joueur suisse, qui était de Swiss League. Non, de Swiss League. Qui jouait avec en début de saison avec Saline et Kessler Kessler qui a descendu dans les statistiques, mais qui était aussi au-dessus de 0,50. Donc 11 joueurs au-dessus, c'est impressionnant. Et puis la régularité de leurs statistiques. Par contre, c'est vrai que quand ils sont dans un bon soir, à tout moment, tu sens qu'ils peuvent marquer. Puis quand vous dites on connaît toutes les lignes, moi je suis pas vraiment d'accord, parce qu'on sait jamais ce qu'ils vont faire. Parce qu'offensivement, ils ont tellement. Disons que c'est du poste pour poste. Je veux dire, il a ses deux, et puis ensuite il change le troisième. Non, mais non, tu parles de tactique, c'est ce que Noah disait. Ouais, je parle de tactique dans le sens où, en zone neutre, à la ligne bleue offensive et dans la zone offensive, ils sont très très créatifs, et puis c'est un peu du feeling, hein. Il y a beaucoup de liberté, et du coup c'est très très difficile à jouer, surtout dans un championnat suisse où on fait beaucoup de vidéos, on analyse beaucoup l'adversaire. Eux, c'est de dire ce soir contre cette ligne là on va jouer ce système là, parce que tu te trompes, hein. C'est là-dessus où ils sont très agréables à voir jouer, et moi j'aime 2 équipes sur le plan offensif, c'est Bienne et puis non, sur le plan offensif, et Rapperswil. J'aime beaucoup Rapperswil aussi. Alors, moi, ce que je voulais revenir sur ce que Cyril disait avant, c'est que dans les bons soirs, tu as un peu l'impression que Bienne, ils sont habités par les dieux du hockey. C'est-à-dire que tu peux voir un spectacle incroyable, parce que quand les Brunner Conti tournent, incroyable. Après, ils ont une certaine fragilité, et moi c'est peut-être là-dessus que je peux être inquiet pour les playoffs. D'ailleurs, Delarose du côté de Fribourg justement pour la robustesse, Sheehan de l'autre côté. Je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin peut-être de joueurs un peu plus tough pour les playoffs. C'est pas les joueurs les plus spectaculaires, mais il s'est amélioré défensivement quand même. Quand tu as le top 6 qui est tout le monde est là, et puis s'attirer en grande forme, ça rappelle les années Hilaire quand même. Ils sont quand même plus solides défensivement. Mais finalement, ce que je vois, les similitudes qu'il y a peut-être un petit peu entre Bienne et puis Fribourg, c'est que des fois un Sprunger il peut être fragile comme un Brunner finalement. Et ça se ressent pas mal. Et je pense qu'ils ont essayé de faire en sorte que les deux soient des meilleures équipes de play-off. Et c'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure de la manière de gérer le temps de jeu pour arriver plus frais. Et je pense que... Mais par contre, franchement, dans un bon soir, t'as raison, Cyril, Bienne, c'est incroyable. C'est les Harlem Globetrotters, quoi, je veux dire. Ouais, une des grandes forces qu'a Bienne, je trouve, c'est la défense, quoi. C'est pas forcément des noms très spectaculaires, mais ils sont tellement forts avec le puck. Chaque défenseur arrive à créer quelque chose, et ça facilite aussi la tâche aux attaquants, quoi. Ils ont beaucoup de patience, ils se débarrassent jamais du puck, et ça change tout dans le jeu, en fait. Ouais, mais c'est lié au coaching staff aussi. Je pense que la responsabilité du coaching staff dans le plaisir et dans la confiance que te donne le coaching staff, tu peux tenter des choses. Donc évidemment, Yakovenko, aujourd'hui, quand tu regardes les noms dans le championnat, au début, personne ne sera allé le chercher dans les gros, et c'est un joueur très bon. Love, moi je trouve que dans le duel et dans le jeu défensif, il est tellement important. Après, tu as des joueurs suisses, et puis surtout, ce qui m'impressionne à Bienne, Brunner, Kunti, Schneeberger, on y vient. Non, mais ça, Schneeberger, c'est incroyable, tout le monde pensait, mais en début de saison, je le regardais jouer, je dis mais
Ah, c'est le Schneeberger des grandes années. C'est même ça. chose avec Grossman aussi. Grossman, ils arrivent à relancer les joueurs Ouais. et à les mettre en confiance. Et du coup, finalement, avec des noms qui sont en perte de vitesse ou des noms un peu moins prestigieux, avec beaucoup de responsabilités individuelles, tu arrives à faire une bonne équipe. Et ils sont vraiment, c'est très très, très sympa les mecs. Moi, je trouve que Tormainen, il exploite très bien le profil de ses joueurs. Et d'ailleurs, c'est ce que Noah disait l'autre jour, qu'il était cool, mais il est surtout cool en phase offensive. Parce qu'en réalité, ils sont rigoureux défensivement parlant, mais entre la zone neutre et puis surtout la zone d'attaque, il a des artistes, il les laisse jouer. Puis il et ça disait marche. que c'était très compliqué de jouer contre Bienne parce que tu sais jamais ce qu'ils vont faire. Ouais, ils changent tout le temps. C'est juste. Cyril Pache, vous étiez à 0,5 à l'époque quand vous portiez le maillot biennois. 0,5 par match. Certainement beaucoup plus que ça. En Ligue B. Moi, je me rappelle, c'était Black Power avec Villegrain. Ils étaient exceptionnels. Exactement, ouais. Oui, exactement. Ça devait certainement être plus que 0,5. Ah ouais, c'est ça. Je fais appel à votre mémoire. Alors, parce que... je sais pas. Il y avait du monde au match. C'était vraiment incroyable, cette période-là. Ah oui, c'était les belles années de la Ligue B. Encore à l'époque, il y avait des grosses affiches. En plus, à Bienne, on était bien placés. On avait... Ajoie, c'était plein. Chaux-de-Fonds, il y avait beaucoup de monde. Incroyable. Holton, c'était aussi un gros derby là. Il y avait pas mal de rivalités. Enfin, il y avait vraiment des belles affiches. C'était une belle ligue encore, quoi. Vous voyez aujourd'hui encore jouer dans le hockey actuel, quand même quelques années plus tard, quoi. Ça a quand même bien évolué, ça va plus vite. Ça... Vous voyez face aux stars actuelles que l'on a en championnat de Suisse? Non, là, je pense qu'on peut pas comparer, mais j'aurais adoré jouer aujourd'hui, quoi. Quand je vois les matchs, je me dis ça doit être génial, quoi. Déjà, les accrochages, fallait voir comment c'était à l'époque en Ligue B. Téléski. Enfin, ouais. Tant que ta canne n'était pas brisée après un coup de canne, il n'y avait pas de pénalité. Les accrochages, c'était le téléski, comme tu dis. Donc, et puis aussi toutes les possibilités, enfin toutes les améliorations qu'il y a eu, que ce soit technique, aussi au niveau des entraîneurs, quoi. Moi, j'ai un peu cette frustration, c'est que j'ai eu beaucoup d'entraîneurs à la dure à l'époque où ça a changé, il faut pas être trop dur maintenant. Fallait surtout pas perdre un peu qu'à la ligne bleue, à la ligne rouge, et puis si tu faisais une passe, si tu tentais quelque chose qui réussissait pas, t'étais sanctionné. Donc je trouve aujourd'hui les joueurs dans la plupart des clubs, ils ont une certaine liberté, ils osent tenter. Quand je vois des fois, alors forcément c'est pas une bonne comparaison, mais Omar Kartikainen, des joueurs aussi créatifs, c'est des joueurs qu'on n'a jamais bridés en fait, parce que sinon ils tenteraient pas ce qu'ils font. Puis c'est beau à voir, je trouve que ça apporte quelque chose. Et je pense que la génération d'aujourd'hui a beaucoup de chance de pouvoir pratiquer ce sport maintenant. Toi, tu as joué en même temps que Mike Richard, hein? Oui, j'ai joué contre Mike Richard plusieurs fois. J'adorais ce joueur. Ouais. J'étais son premier fan sur le banc en le regardant. Je me rappelle très bien, il était un buteur exceptionnel. Il avait un look exceptionnel, avec le maillot dans la cuissette, je crois les que longs c'était un cheveux. des premiers numéros 1 de draft d'allure qu'on avait accueilli en Suisse, si je ne m'abuse. J'ai ça de mémoire. Je dirais que le premier tour. Je sais pas alors, mais voilà, son look, c'était exceptionnel. Moi, c'est un peu basse. Là, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Cyril, c'est par rapport à Artikainen et Omar. Il y a un truc qui m'a marqué, qui m'a fait beaucoup réfléchir dans notre dernière émission. Noah a parlé de ça. Il a dit exactement, ces joueurs-là, s'ils jouent pas bien ou ils jouent bien, ça va pas leur changer leur vie. Non, ils ont déjà tout gagné. Ils ont tout gagné. Ils sont riches, beaux et célèbres. Non, mais ils peuvent s'arrêter, ils peuvent aller pêcher. Ouais. Pendant ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie. Et en fait, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que peut-être que dans le profil des joueurs, quand tu veux des artistes comme ça peut être intéressant. On a beaucoup pendant un moment, on dit il faut des jeunes joueurs au niveau des étrangers, en pleine puissance, mais finalement. Et eux jouent sans pression. Ils jouent sans pression. Vous avez vu ce qu'il a fait. Ils ont tout vu, tout vécu. Vous avez vu ce qu'il a fait avec son patin. Oui, donc ça, c'est aussi c'est de la qualité technique, du talent évidemment, mais si tu es un jeune joueur qui a encore des choses à prouver, je sais pas, tu vas le tenter. Et je reviens à ce que dit Cyril, c'est qu'aujourd'hui il y a différents types de coachs, et puis les différents types de coachs, il y a le coach qui est très fort tactiquement, mais quand ça va pas, il va se cacher derrière son système et puis il va brider les joueurs. Il y a le coach qui tactiquement ne maîtrise pas trop et puis qui va laisser les joueurs un peu s'exprimer
et je parle de quelques années auparavant, mais qui va sanctionner dès que tu fais une erreur. Et aujourd'hui, maintenant, tu as des coachs comme Tormanen qui est structuré dans le jeu défensif quand même, parce que tu es obligé par rapport aux équipes que tu rencontres, mais qui laisse beaucoup de liberté. Et tu sais que bien, ils peuvent gagner beaucoup de matchs et puis d'un coup prendre 6-1. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que justement, tu te sers de ça, de l'entame de match et des petits détails que tu dois corriger. Et moi aussi, hein, je pense comme Cyril, c'est-à-dire qu'en tant que joueur, j'aurais aimé avoir des skills coach, qu'on m'apprenne à mieux shooter, qu'on m'explique. Et puis surtout, moi aujourd'hui, un bon coach pour moi, c'est quelqu'un qui va te montrer quelque chose à la vidéo et qui va te donner la solution par rapport à ça. C'est bien beau de te dire ouais, tu fais ça, nanana. Mais si tu as une autre vidéo à me montrer pour savoir comment je peux faire autrement, ça va t'améliorer. Et là-dessus, il y a des coachs qui ont énormément progressé à ce niveau-là. Et la différence aussi avec notre époque, c'est le nombre d'entraîneurs. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'individualisation et il y a beaucoup plus de coachs et du coup, ça te permet de progresser. Et je pense aussi que les coachs s'intéressent aussi beaucoup à l'humain, quoi. Avant, c'était juste des joueurs à qui on donnait des ordres et puis on leur laisse pas vraiment le choix non plus. Hein. Les joueurs se font comprendre maintenant. Non, mais je pense qu'ils ont aussi plus de. Je trouve la relation a l'air vraiment bonne plus saine. On peut être dur mais aimant. Voilà, c'est sévère mais aimant. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on disait avec justement l'ancienne génération. Et puis le dernier des Mohicans, c'était Chris Maxwell. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, tu dois convaincre. Avant, tu imposais. Maintenant, tu dois convaincre et tu dois utiliser tous les arguments possibles pour convaincre tes joueurs. Et en fait, des fois, comme tu dis, par moment, tu peux être sévère, mais il doit toujours te sentir aimant. Et si autrement, tu lâches, la société évolue et le hockey avec. Messieurs, nous en sommes déjà à la moitié de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes à Nyon, nous sommes à Tête de Course, le Bike & Coffee qui se situe tout près de la gare d'Allieur. Et nous sommes aujourd'hui avec comme invité Cyril Pache, journaliste à Sports Center. Cyril, à l'époque, quand vous étiez joueur, quelle était votre relation avec les médias ? Je crois qu'elle était bonne. C'était très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, il n'y avait pas encore Internet. Hein. Heureusement. Déjà ça. Heureusement. Ouais, heureusement. Mais d'un autre côté, j'aurais adoré voir des highlights ou voir ce que les gens pensaient d'un match. Ça aurait pu être rigolo, quoi. Mais non, j'avais une bonne relation à Bienne. On avait la chance de. Il y avait un gros intérêt pour le HC Vienne, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc il y a toujours eu une grosse couverture, même dans les années Ligue B, dans les deux langues, en français et en allemand. Donc il y avait toujours des journalistes qui traînaient à la patinoire. Et c'est ce qui vous a donné envie de passer de l'autre côté de la barrière ? Ouais, exactement. Ouais. Donnez votre avis. Foutre le bordel parfois. Non, à la base, c'était, je trouvais fascinant de voir ces journalistes qui vivaient un peu finalement la même vie que nous, mais qui avaient une autre perspective. Ils voyaient ça un petit peu depuis l'extérieur. J'ai toujours eu des bons échanges avec les journalistes à l'époque et puis j'aimais écrire aussi, donc du coup en plus rester dans le milieu du sport, c'était parfait. Ouais. Moi j'ai une question, est-ce que quand tu étais joueur tu as eu affaire à Raoul Ribot? Oui, Raoul Ribot, bien sûr. On le salue bien sûr. J'ai découvert ce monsieur lors d'une interview que j'ai donnée au Journal du Jura. Exceptionnel. Il m'a raconté son histoire. C'est à travers le HC Bienne, c'est vraiment exceptionnel. Et puis des journalistes comme ça, c'est vraiment très intéressant. Il vous salue d'ailleurs. C'est lui qui faisait la rubrique un petit peu. Vous lui aviez dit une fois que vous achetiez le journal pour cette rubrique sur le sport amateur. Donc on le salue bien. J'avais écrit un papier à l'époque sur lui. Je sais plus pourquoi c'était. Peut-être c'était quand il prenait sa retraite ou quelque chose comme ça. Et je l'avais surnommé le Todelic des tribunes de presse. Voilà. Je crois qu'il avait le doigt d'honneur. Il avait beaucoup aimé, quoi. C'est pas rien. Bon, alors évidemment, si je vous parle de médias, évidemment, et votre nouveau rôle, Cyril, c'est aussi par rapport à vos écrits de cette semaine. Alors nous, ici, dans le premier bloc et depuis quasiment le début de la saison, on a dénoncé un certain nombre de choses concernant le Lausanne Hockey Club et on a senti petit à petit que d'autres médias prenaient également, sans forcément nous avoir écoutés, bien sûr, mais enfin, je pense qu'on est ça c'est sûr, on est de plus en plus écoutés. Et d'autres médias maintenant prennent gentiment notre voix. Et alors vous avez carrément tapé très fort en parlant du Lausanne Hockey Club. Laurent Perroton, évidemment, qui est toujours très interpellé par rapport au LHC, avait sans doute un certain nombre d'éclaircissements et de questions sans doute à vous poser. Alors j'ouvre la discussion, messieurs. Non, juste déjà l'article qui est paru dans le 24 heures sur le fait qu'il y aurait une possible reconduction de John Foust, ça a beaucoup fait parler.
Tous les journalistes ont des sources, mais comment c'est venu, comment tu as pu parler de cela, etc. Quel est ton rapport à John Foust? Non, écoute. En gros, la question, je résume. En gros, tout le monde se demande si c'est John Foust qui est aujourd'hui celui qui parle aux médias, mais de façon très, très discrète, disons. Est-ce que c'est lui qui donne les infos? L'instigateur. En gros, l'instigateur de pas mal de choses, finalement. Je sais que vous ne répondrez pas, mais c'est la question qu'on se pose. Non, alors moi, dans mon article, il y a des passages avec des citations de John Foust. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont dans le milieu depuis longtemps, quand on leur pose des questions, ils savent très bien que c'est en on. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses en off. Exactement. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont toujours respectées de notre côté. Et des fois, je sais pas, on pose une question, on a une réponse. Il y a souvent des raisons là derrière pourquoi les gens disent certaines choses. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est parti pour... John Foust s'occupe de la construction de l'équipe pour la saison prochaine. Son projet a été validé par le propriétaire Monsieur Finger. Et ça part dans cette direction-là. Donc Lausanne va continuer. Donc ça c'est l'info que vous avez répercutée. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut vous demander votre avis? Mon avis, c'est que c'est finalement pas très surprenant, même si beaucoup de gens auraient vu d'un bon œil du changement. La première chose, c'est que Lausanne est coincée sur à peu près tous les contrats de l'équipe qui sont encore en cours. Donc, je pense qu'on même en mettant quelqu'un d'autre, le résultat sera plus ou moins le même. Donc, à très court terme, je pense que c'est pas une mauvaise chose de continuer avec Foust. Je pense que ce qui plaît dans sa faveur, c'est que ces 2 dernières années, il avait déjà le titre de directeur sportif, mais il pouvait visiblement pas travailler correctement comme il voulait avec la présence par tout le monde, je crois, pour Svoboda. oui. Donc je pense que ça, à mon avis, quand il a exposé aussi ses projets, c'est son principal argument, quoi. C'est qu'il a jamais pu montrer vraiment les idées qu'il avait et puis ce qu'il peut faire avec ce club. Et je pense surtout la chose la plus importante, c'est que le propriétaire a certainement confiance en John Foust. Et avec ce qui s'est passé avec Svoboda, je pense que c'est mieux d'avoir une personne de confiance à un poste clé que de prendre quelqu'un qui vient de l'extérieur, qu'on connaît peut-être pas vraiment, et puis on ne sait de nouveau pas où ça va partir. Alors, juste avant que tu commences, Laurent, moi juste une question, je sais que tu vas développer là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Alors moi je vais partir dans l'ordre. Donc évidemment que moi il y a une logique derrière tout ça. Hein. C'est clair que si on regarde l'historique du Lausanne Hockey Club, c'est Gérard Scheidegger. Au début, quand je suis arrivé, c'était Jim Koleff, ça allait très bien. Malheureusement, il est décédé. C'était vraiment la personne emblématique du club à tous les étages. Décédé, Gérard Scheidegger. Après, il y a eu Sacha Weibel. Ensuite, il y a, avec Ian Alston. Ensuite, il y a eu un petit peu l'épisode John Foust, Svoboda, puis de nouveau John Foust. Dans tout ce long processus, John Foust est toujours resté là, ainsi que Chris Wolf. D'accord ? Donc, c'est 2 personnes qui sont là depuis de nombreuses années. Lorsqu'on me dit c'est des bonnes personnes, moi, j'ai été à l'intérieur pendant 20 ans, je m'explique. 7 ans dans le club, 10 ans en sport-études et puis toujours le matin avec l'université. Donc ça fait 20 ans que je suis entre 2 et 6 fois par semaine à la patinoire. Donc je discute avec les gens, je vois les gens. Lorsqu'on me dit Peter Svoboda a pris toutes les décisions et John Foust n'a aucune part de responsabilité, je dis c'est faux. Alors je vais vous dire pourquoi c'est faux. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on a fait venir Robert Petrovicki. On l'a placé en junior élite pour faire venir qui ? Reinhardt. Reinhardt qui était l'assistant en 2013 de Langnau avec John Foust lorsqu'ils ont joué la promotion-relégation contre Lausanne. La fameuse année. Donc l'année d'avant, il a été placé en junior élite. Au mouvement junior, le chef du mouvement junior, c'est quelqu'un que je connais très bien, Urs Burkhardt, que j'ai eu à Morges chez les petits, qui est très proche de John Foust. Donc vous pensez que Peter Svoboda il connaît Reinhardt, vous pensez que Peter Svoboda il connaît. Donc quand il y a eu le débarquement de Bobby Dolas, j'ai rencontré Bobby Dolas le lendemain puisque je le connais, puisqu'il faisait les skills coach avec moi à Martigny. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. Évidemment que c'est John Foust qui a demandé. Donc faut pas tout mettre sur le dos de Peter Svoboda et là ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu par rapport à ça. Mais voilà,
on décide de partir là-dessus, pour moi il y a une logique. Il y a une logique et puis surtout il y a 2 personnes qui sont là depuis très nombreuses années. Après sur la qualité des personnes, là j'ai des doutes. Par exemple, ce qui me dérange, c'est qu'au niveau des journalistes, on va à la conférence de presse. On va reparler de cette conférence de presse où on annonce que Svoboda va partir. Patrick Depreux, il a laissé la parole à personne. Vous êtes d'accord, Philippe? Ah oui. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une question... Il ne fallait pas poser les questions dérangeantes. Il ne fallait pas poser les questions dérangeantes. Et quand je suis sorti de cette conférence de presse, j'étais avec il y avait des journalistes. Même il y avait ton collègue... Cyril y était ou bien? Non, Cyril n'y était pas. Il y avait Simon. Simon qui a fait une interview, etc. Et même à la fin, Patrick Depreux a dit j'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est vrai que dire je vais nettoyer les écuries, sachant le rôle qu'il a eu avant, ça me paraît un peu bizarre. Ensuite, on sort de cette conférence de presse et là il y a Christian qui me dit t'as l'air bizarre. Et moi ce que je lui ai dit, je lui ai dit j'ai l'air bizarre parce que c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun journaliste qui a pu poser la question est-ce que John Foust va avoir un contrat longue durée, courte durée, moyenne durée? Comment, et lorsqu'on annonce Jeff Ward 2 ans et demi qui est soi-disant un proche de John Foust, évidemment qu'on va travailler sur la durée et que peut-être à ce moment-là, lorsqu'il a été destitué du poste d'entraîneur et qu'il est devenu directeur sportif, il avait déjà renégocié sa durée de contrat et fait valider un plan d'action. Ce serait logique. Ça serait complètement logique. Donc du coup, rien ne me choque. Maintenant, ce qui me choque, c'est les choix. Je m'explique, personne n'a parlé de ça, mais on parle de Jeff Ward. Jeff Ward, on nous a vendu quelqu'un qui avait un gros passé, mais Jeff Ward, c'est vraiment en tant que head coach, et c'est différent d'être assistant head coach, c'est 1 saison et demie pendant le Covid au Calgary. D'accord, et 1 saison à Mannheim comme head coach en 14-15. Donc c'est pas une grosse expérience de principal. Donc ça c'est une difficulté. Et puis moi je vous annonce ça parce qu'il y a plusieurs personnes, notamment des agents. On a proposé Mark Crawford. On a proposé Mark Crawford et on a signé Jeff Ward. Je vais vous parler des congrès EHF. Je vais vous dire comment ça se passe. Vous arrivez au congrès EHF, c'est là où ils se sont rencontrés. Vous avez un congrès et puis là vous échangez vos cartes de visite et tout le monde est pote, tout le monde est sympa. Mais lorsque d'un coup on vous rappelle ah ouais en Suisse tu sais ce qui se passe là, etc. Puis 2-3 fois moi ça m'est arrivé de donner un renseignement. Puis quand vous rappelez la personne pour un joueur ou pour vous êtes, c'est un peu ça. Faut arrêter. Donc du coup me dire que on a les mêmes idées, qu'on est très proches dans le milieu du hockey et surtout des entraîneurs, du marché des entraîneurs, notamment en Suisse, l'adversité elle est immense. Est-ce que la priorité du côté de Lausanne est peut-être pour Foust, pour se protéger peut-être un tout petit peu, c'était d'essayer d'amener un nom estampillé NHL en disant comme ça viens. Moi j'ai été chercher le gros entraîneur, s'il n'y a pas les résultats c'est pas de ma faute. Noah Rod l'a dit l'autre jour. Mais j'y viens, Noah Rod l'a expliqué, mais moi j'y viens. Si on vous propose Crawford ou on vous fait venir Ward, lorsque John Foust, j'ai beaucoup travaillé avec lui, puis je me suis exprimé plein de fois sur lui, évidemment qu'il va prendre Ward. Parce que Crawford, quand il va te dire je veux ce défenseur-là, gaucher, qui pivote de ce côté-là, qui a un shoot comme ça et tout, va falloir te mettre au travail et puis il va falloir l'amener le joueur. Oui. Et puis surtout il peut être dangereux. Il peut être dangereux parce qu'il a un nom. C'est un milieu qui est. On dit souvent un dauphin, t'en fais pas un requin, mais là t'es au milieu des requins blancs là. Hein. Non, mais faut le dire. Et puis il y a des fois on jette un peu de sang. Hein, donc du coup il faut faire attention avec ça. Donc, mais je pense que c'est pas un hasard. T'as raison parce que franchement moi si j'avais le choix j'aurais pris Crawford tout de suite. Déjà premièrement parce qu'il a une beaucoup plus grosse personnalité. Comme tu l'as dit, il a été head coach. Bon, ça ne fait pas gagner avec Zurich. Non mais attends, je finis. C'est un vrai head coach au sens sur la durée et sur les titres. Crawford il a gagné avec Colorado sauf erreur un titre, hein, ça, je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est juste. Enfin bref, mais je pense que en guillemets, moi je pense que Ward est plus malléable. C'est ça, plus malléable. Mais attendez, je finis juste. Et en fait, moi ce qui me fait halluciner, et puis Cyril il est journaliste et puis ça a super bien marché son article. Mais que fait le service de communication et service de presse là? Parce que là il faut que les gens ils se taisent là. Là il faut gagner des matchs, il faut se taire, il faut mettre les gens en confiance. Alors moi je vous donne des exemples. Parce qu'on nous a reproché ça. Je vous ai amené la composition des équipes Ambry-Lausanne, la composition officielle qu'on a reçue 45 minutes. Le line-up officiel. Du club avant le match Ambry-Lausanne. Surnuméraire, Holdener, Emerton, Lorikainen, Richard Panik. Nous, quand on annonce que Emerton, on ne comprend pas,
Oui. Mais On en a parlé la semaine passée. elle est où la communication? Ouais. Alors c'est marrant parce que le Lausanne Hockey Club a justement envoyé un mail à tous les journalistes cette semaine, enfin Thérèse, la nouvelle responsable, pour dire maintenant c'est moi qui suis là à 100%, tout passe par moi. Exactement. Est-ce que ça aurait fait réagir? Alors, non mais moi je vais y venir. Mais sans réaction. Non mais je vais y venir. La première conférence de presse, Thérèse Courvoisier, qui est une personne très sympa, Ouais. avec On qui l'a on a bien pu discuté discuter. avec, ouais. Vous avez vu comment elle était présentée par Tirmeyer? Mais déjà là il y a un vrai problème. Moi je sors de là, c'est Malaise TV là. C'est Malaise TV. Donc, non mais je suis désolé. Ah, Je suis mais c'est désolé. vrai, j'avoue, j'étais là, Je suis franchement. désolé. Après, on parle de communication. Le président, il doit pas faire cette interview auprès de Bastardo. John Foust, il doit absolument pas parler de son avenir. Là, il faut ramener le bateau au port qui est en train de couler. Et maintenant, je viens sur les joueurs. Parce qu'on attaque beaucoup les joueurs, mais il faut aussi les protéger. Ils donnent leur maximum. Et on reviendra un petit peu sur la problématique parce que j'ai fait des statistiques au niveau des étrangers, mais on en parlera un petit peu après. Alors, on en parle après. Alors bon, Cyril, je sais pas si vous écoutez de temps en temps le premier bloc, mais là, vous avez compris un petit peu le principe de l'émission. Voilà, on ne cache rien, on dit franchement ce qu'on pense. Pour vous, je ne sais pas, quand vous entendez ça, vous réagissez comment? Non, là, je sais pas par où commencer, mais d'abord, par rapport à Crawford, je rappelle quand même que oui, Crawford a gagné des titres, mais c'est quand même lui qui a pas fait tirer Gretzky un penalty en finale des Jeux C'est Olympiques, au vrai, demi-finale. c'est juste. C'est juste. Juste, non, mais 98 à Nagano. T'as raison, je suis d'accord c'est avec pour- toi. Mais dans le fond, quelque part, je pense qu'il a un plus gros caractère. C'est ça que je voulais juste dire. Ouais, alors, On y viendra après sur le Ouais. point sportif. Alors, par rapport à- réaction de Cyril Pache. non, alors moi, par rapport à l'entraîneur, je trouve que ce que je ne comprends pas, c'est que dans la situation où se trouvait Lausanne au moment du changement d'entraîneur, c'est pas un entraîneur pour la durée que Lausanne avait besoin. C'était Pompier. Un pompier. c'est quelqu'un qui peut sauver l'équipe tout de suite et la remonter tout de Un suite. contrat de 6 mois. Alors, un contrat de 6 mois. Alors, moi, le premier nom qui me vient à l'esprit, le truc tout facile, qui va te sauver le club, qui va même te le mettre directement en play-off, c'est Heinz Sellers, quoi. Alors, peut-être que lui aurait pas voulu revenir à 100% Lausanne. d'accord. Ouais. Mais c'est un gars comme ça, quoi, qui connaît, qui a un système de jeu. Même avec le Danemark, il arrive à battre la Suisse Ça aux joue- Jeux Olympiques. Ça Donc, joue moche, ça voilà. gagne sale, mais ça gagne. alors, On a je besoin de peux, gagner là. je peux vous promettre que Lausanne perdrait plus un match déjà à domicile avec lui. Mais t'as 100% raison. Alors, d'accord. Déjà donner un contrat jusqu'en 2025 à un entraîneur, c'est vrai qu'on connaît pas ici, qui a pas un CV non plus. C'est pas Mark Crawford ou c'est pas, je sais pas trop qui. Voilà. Pour moi, c'est surprenant. Après, il y a aussi le choix de la philosophie. Moi, alors, rien contre les Canadiens, mais on voit quand même que toutes les autres équipes vont du côté nordique. Il y a quand même peut-être une raison là derrière, quoi. Je sais pas. Bon, voilà. Alors il y a moi ces si je championnats pourrais qui juste, ont été faits. pardon, Ouais, vas-y, je veux juste vas-y. réagir à ce que tu dis. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Et rappelez-vous, quand il y a eu le changement, on a dit que John Foust était l'homme de la situation. Tu viens de résumer. Il fallait un gars qui connaît la place, il fallait un gars efficace. Donc pour moi, ça c'est une faute professionnelle. En l'état, avec les moyens engagés, avec le public qu'il y a, tu peux pas t'amuser à dire ouais je me blinde, on verra ça va aller vu qu'il a un palmarès. Non. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Je rajoute que, toujours dans la communication, après, il y a le président qui vient sur le forum du LHC mettre un message Sous un pseudo. sous un pseudo, mais on sait que c'est lui, Oui. il se cache Je pas. ne cache pas. Ouais. Rappelez le nom. En expliquant. Rappelez le Blues, c'est blues. Blues. Je sais pas du tout. Ouais, c'est moi, blues. je sais pas du tout, mais par contre, C'est peut-être blues. mais- moi j'ai lu. Ça irait bien. J'ai lu on m'a envoyé, Christian m'a envoyé en screenshot son message. Et en fait, en gros, tout le monde est derrière, on est unis, tout le monde lit, les joueurs. Mais j'espère pas que les joueurs étrangers ils lisent. J'espère pas. Non mais franchement, et puis surtout aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend aux professionnels à pas lire les médias et puis pas lire ce qui se passe quand ça va pas, parce que autrement ça les met au fond du bac. Et après, je viendrai sur le plan sportif, je vais laisser répondre aussi. Non, alors, ouais, alors, bon, je trouve il faut être proche des gens, proche de son public, mais franchement, aller intervenir sur des forums pour 50 internautes actifs, pour Puis moi, aller c'est dans les c'est gradins absolument avec les ridicule, gars. quoi. Mais voilà, je pense que, en fait, la grande crainte, c'est que actuellement, tout le monde dans le club a un peu peur que, enfin. Bien sûr que l'ambiance n'est pas bonne, les gens sont fâchés à cause des résultats, sont inquiets aussi, surtout, c'est beaucoup d'inquiétude. Donc, on a l'impression qu'ils aimeraient que tout le monde se taise, en fait, et puis qu'on les laisse jouer leur fin de saison tranquille sans qu'il n'y ait plus un mot nulle part. Mais
je pense qu'il ne faut pas non plus surinterpréter les joueurs, à part peut-être les vaudois de l'équipe. Et Exactement. puis Genadzi qui est là depuis longtemps, je pense que tout le monde s'en contrefout de ce qu'il y a écrit dans les journaux, mais de ce qui se passe sur Twitter, quoi. Donc, Exactement. il ne faut pas non plus se dire que parce qu'il y a eu un article, l'équipe ne peut plus jouer. En fait, c'est ça qu'ils se disent, quoi. Donc ça, c'est une fausse crainte. Et puis voilà, de la communication, oui, qu'est-ce qu'ils peuvent encore dire aux gens à part croyez en nous, on va s'en sortir, quoi. Mais sinon, faut pas non plus. Voilà, mais t'as tout résumé. Croyez en nous. Mais là, ils disent maintenant, il est plus là, tout va bien, c'est bon, on arrête de parler. Mais Christian, tu sais, tu as une expression anglaise en anglais pour dire que on est un petit peu à l'intérieur du vestiaire. Tu me dis souvent, Inside, voilà, exactement. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu es entraîneur, quand tu es manager, directeur sportif, surtout avec les réseaux sociaux, j'ai vécu le début des réseaux sociaux. J'étais manager à Nice. Il y a un forum des supporters qui s'est formé. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la personne la plus active, qui est un peu la plus volubile et qui peut déstabiliser une partie de l'opinion. Il faut l'avoir dans sa poche. Je l'ai mis dans ma poche. Et puis quand je voulais lui donner une info, je lui donnais, puis il la mettait sur le forum. Mais ça, c'était dans un club de première division française, donc 2e échelon. Et à la rigueur, ça concerne 500 spectateurs. Mais là aujourd'hui, évidemment qu'on se sert du forum pour passer des messages. Comme outil de propagande. Mais finalement, qu'est-ce qui est important ? C'est important, c'est gagner des matchs, avoir une bonne attitude, travailler. Les joueurs, on va les défendre. À Ambri-Piotta, ils ont donné leur maximum. Maintenant, on va parler vraiment de hockey pour une fois. On va parler de hockey. Qu'est-ce qui a changé entre John Foust et Jeff Ward ? Ce qui a changé, c'est le système défensif. On est beaucoup plus compact et puis du coup, on laisse la possession et on joue les contres. Et notamment les deuxièmes périodes, la plupart des matchs, ils perdent une énergie folle. C'est énergivore de jouer comme ça et le plaisir, il part. Ce qui a changé, c'est le back-checking avec le 3e homme qui est beaucoup plus haut pour faire le back-checking et puis orienter le porteur du puck. Et surtout tu es moins créatif parce que souvent, tu joues à 2 dans la zone 2 contre 3. En fait, hein. C'est beaucoup plus défensif. D'accord ? Mais c'est beaucoup moins plaisir. Et moi, je vais même plus loin. Pour moi, le jour de la conférence de presse où ils ont dénoncé les actions et Svoboda, le soir, il y avait un match contre Berne. Là, j'ai vu le vrai Lausanne avec plein de créativité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de coach. Parce que John Foust, il avait annoncé, il était ad intérim, si vous voulez, pour 2 matchs. Et c'est là qu'ils ont le mieux joué. Ils étaient libérés. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, et je le répète, pour moi, Jeff Ward, le problème, c'est que dire à son assistant qu'il dit à l'autre assistant qu'il faut parler à joueur, non. Là, il faut les aimer, les joueurs. Il faut leur taper dans le dos. Il faut leur donner de la confiance. Il faut aux entraînements parler tout le temps de tactique et ils ont la tête dans les patins embrumés parce que par les résultats et la pression qu'il y a à Lausanne, il faut qu'il y ait du plaisir. Et une fois que tu as du plaisir, tu vas gagner des matchs. Il faut leur laisser de la créativité parce qu'il y a des bons joueurs. Maintenant, on parle beaucoup de la légion étrangère. Alors, je vais vous parler d'une statistique, hein. Les étrangers de Genève, tous les étrangers avec 3 défenseurs, hein, parce que j'ai rajouté Ovitu, ça fait 7 étrangers, leur moyenne de points par match c'est 0,90. Donc ça c'est la première place du classement. On va aller à la dernière place du classement, c'est Ajoie, avec 7 étrangers dont 2 défenseurs, ils sont à 0,72. Et Lausanne, avec 8 étrangers dont un seul défenseur, ils sont à 0,57. Donc ça passe par là, mais comme je l'ai dit auparavant, il y a quand même des gars qui ont joué dans des grands championnats, des championnats du monde, en NHL. Donc là, il faut trouver le moyen de les faire performer par rapport à leur forme actuelle, mais par la confiance, par le plaisir. Il faut communiquer avec eux. On parle du powerplay. Aujourd'hui, en powerplay, il suit souvent bien. Vous voyez jouer Yakovenko et Radgeb. Leur première force, c'est de masquer leur passe et de bouger latéralement avec le puck. Qui sait faire ça à Lausanne ? Garnat, c'est un rush. Quand il est sur la ligne bleue, il a les pieds dans le béton. Ensuite, Genadzi, il a un certain âge, il a les pieds dans le béton. Le jeune Sidler, il faut le faire jouer en powerplay. C'est le seul joueur. Et puis si tu dois aller chercher un défenseur étranger, il faut un gars qui est solide, robuste dans le jeu défensif, mais qui est capable d'avoir ce rôle-là. Ton powerplay, aujourd'hui, je lisais un article de votre collègue Greg Beau du Blick, depuis Ward, ils sont à 9, et quelques. Mais comment voulez-vous gagner des matchs ? Le box-play, maintenant j'y viens, on parle jamais de ça. Almon, on va parler d'Almon un jour. Il est malade depuis 3 semaines. On sait très bien qu'on veut lui casser son contrat, mais Almon, c'est
un mec qui n'aime pas forcément tellement le hockey. Et le milieu du hockey, je le connais très très bien. Par contre, si tu lui donnes de la confiance, tu lui dis écoute, on a besoin de toi, c'est l'un des meilleurs joueurs de box-play s'il est en pleine forme. Et aujourd'hui, on perd le match en box-play à Ambry, Almon il est en tribune. Enfin moi j'ai plein de questions comme ça parce qu'il y a une différence entre de coacher, d'entraîner et puis le rapport avec ton directeur sportif. Et les deux là sont pas d'accord parce que comment il va gagner de la confiance de son propriétaire John Fuss, c'est en lui faisant gagner de l'argent, en se séparant de certains contrats. Avec des résultats. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, le propriétaire, en rigolant, il a le syndrome de Stockholm. Il est tombé amoureux de son ravisseur. Ouais. Mais c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Moi, expliquez-moi, quand vous êtes un homme d'affaires brillant, que vous avez des millions et des millions, et que comme ça, vous prenez l'autoroute, vous avez des mallettes de billets, vous êtes à 240, et puis les billets, ils s'en vont par la fenêtre. Mais c'est ce qui se passe. Donc, à un moment donné, quand tu perds autant d'argent, il faut qu'on te rende des comptes. Et puis là, il est propriétaire à 100%. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il se passe rien. C'est vrai, Cyril, que le rêve, ce serait de pouvoir enfin discuter une fois avec Gregory Finger. Bah, j'y venais. Je ne crois pas qu'il va se réaliser. Non, par rapport à... Je voulais juste revenir par rapport à pour moi, un des grands problèmes quand même maintenant, c'est que... et là, les gens au sein du club essayent de faire dire que c'est en fait les médias qui ont inventé cette histoire, c'est les joueurs indésirables en fait. Mais ça fait depuis un sacré moment quand même qu'il y a beaucoup de personnes. Les agents. Il y a beaucoup de personnes quand même. On ne dit pas que des conneries. Directement dans le club qui ont clairement dit qu'il faudrait se débarrasser de certains joueurs, etc. On les propose aux agents. Oui, mais c'est pas les médias qui ont inventé ça. Ça vient quand même de l'intérieur. Oui. Donc, je pense que c'est une situation qui est désagréable pour pas mal de joueurs. Je pense que ça va être dur c'est dur de former une équipe quand il y a quand il y a une situation qui est comme ça, quoi. Voilà. Ouais, moi, pour revenir à ce que Laurent disait tout à l'heure. Moi, je vous dis franchement, je tire mon chapeau à John Fuss parce qu'avec un bilan comme il a sur les 4-5 dernières années, aller te vendre à Monsieur Finger et puis réussir à faire croire que c'est l'homme de la situation et puis dire j'ai un plan d'action, c'est pour ça que je parle du syndrome de Stockholm. Il est rentré dans sa tête, c'est un excellent agent, pas de souci. Mais pour moi, c'est pas digne d'un directeur sportif. Bon, écoutez, on peut tirer des parallèles avec d'autres directeurs sportifs. Hein. Ouais. Mais cela dit, c'est notre lecture. Peut-être que les choses se sont peut-être encore passées un peu différemment. Et, mais les résultats, ils sont on ne sait pas. Je sais. Bon, écoutez, il nous reste 5 minutes. Hein. Alors, je crois que les gardiens, parce que c'est une sacrée problématique, on en parlera une prochaine fois. Rapidement, est-ce qu'il y avait encore 2-3 petites choses à dire ? Venir sur les back-to-back, là. Allez, rapidement. On a un Bienne Genève, c'est magnifique. Et puis là on va voir un petit peu avec des équipes parce qu'il y avait eu un Genève-Bienne, mais Bienne était venu avec énormément d'absents. Là on va voir un petit peu ce que ça donne et où ils en sont. Toutes les équipes à peu près seront en santé, donc intéressant à suivre, avec notamment une soirée spéciale samedi avec lancer de peluche à Genève. Ensuite à Ambry-Cloton, aller-retour. Très important pour monter au classement pour Ambry et essayer de garder ses pré-playoffs et peut-être rejoindre Cloton. Donc là aussi ça va être très intéressant. Puis Ambry est dans une phase ascendante. Ensuite il y a un Berne Davos, pour moi c'est incroyable. C'est ce qu'il y a de plus important. Place à la 6e. Place à la 6e, sachant que Berne a 3 points de plus. C'est le match of the week dimanche soir sur les Mans Bleus. Mais surtout si Berne ne gagne pas ses deux matchs, pour moi c'est terminé par rapport à Davos. Ils seront beaucoup trop loin. Avec les matchs en retard de Davos, tu perds la 6e place. Ce qui est incroyable, c'est que Davos, avec la Spengler moyenne qu'ils ont faite, qu'ils en soient là. Changement de coach, ça fait du bon job. Les deux nouveaux coachs ont fait du bon job. Et puis ensuite un Zug Fribourg. Donc là Fribourg en pleine possession de ses moyens. Zug qui vient de perdre la demi-finale de la Ligue des Champions. Per Hoffmann, voir comment ça va réagir. Lugano-Zurich, grosse pression pour Crawford parce que là 4 défaites d'affilée. Zurich c'est 7 défaites en 10 matchs. 7 défaites en 10 matchs, c'est quand même impressionnant par rapport au contingent. Lausanne-Langnau, alors moi j'y viens, je vais vous parler sportivement. Souvent vous me posez la question, qu'est-ce que vous feriez ? Moi si je suis Langnau, je fais tout pour sortir Pounenov du match. En mettant énormément de pression et surtout le sortir pour le match d'après, pour qu'ils mettent la pression et qu'ils mettent Lauri Kainen qui a peu de et inversement je fais la même chose avec référence. Et je fais la même chose avec Voltizer.
Donc là, ça va être à mon avis, il y a deux gardiens avec des situations. Ça a été un peu particulier ce transfert aller-retour là. Et donc là, on connaît vraiment les deux gardiens du côté des deux équipes. Et moi, je pense qu'en tant que coach, je mettrais de la pression là-dessus. Aussi bien sur les pucks sur le net, un peu de persécution devant la cage, là, le faire un petit peu sortir de ses gonds, puis on le connaît très très bien. Et de l'autre côté, la même chose avec Boltheiser. Et voilà. Et du coup, si tu sors Boltheiser, tu es obligé de mettre le jeune Charlin qui a peu d'expérience, et puis c'est vraiment des matchs capitaux. Et puis si tu sors Poulenov, tu es obligé de faire jouer Lorikainen, ou là on n'a pas regardé les compositions parce que ça va être bientôt, mais si d'un coup on décide de faire jouer Lorikainen, pourquoi pas. Mais pour moi en tout cas, je ferais ça. Alors moi j'avais dit justement que ça doit être les débuts de Lorikainen parce qu'il a pas joué le gars. Et il faut bien qu'il joue un jour. En plus, il n'y a pas eu que des bons commentaires à son égard. Si tu le fais jouer, tu sors un étranger et contre ça serait vraiment mal perçu contre Langnois. À mon avis, on verra. Mais ça dépend aussi du match parce que vu que comme tu dis c'est un back-to-back. Poulenov, il peut être blessé, hein. On sait qu'il des fois il a des soucis. Alors, oui, il est stratosphérique en ce moment, il est incroyable, j'avoue. Mais par contre, Lorikainen, il a encore pas joué, qu'il a déjà la pression, le gars. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Les gardiens étrangers ont beaucoup de pression dans le championnat, surtout dans la comparaison avec les. Et puis surtout sur ce qu'on a raconté à son sujet, parce qu'il était 3e, 4e gardien finalement. Moi, je serais vraiment très surpris que Lorikainen joue ce week-end, quoi. Je pense qu'il n'osera pas, t'as raison. Ouais, à part si Poulenov passe complètement au travers au premier match. Mais c'est justement... et même je ne vois pas comment on pourrait le faire jouer dans un back-to-back qui est quand même je suis d'accord. assez crucial au classement. Mais justement, Paterlini, peut-être que c'est dans son discours avec ce qui s'est passé durant l'intersaison, essayer quand tu dis sortir un gardien, c'est lui faire un mauvais match pour obliger le coaching staff à réfléchir est-ce que tu le mets le match d'après. C'est dans ce sens-là. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc pour moi, les gardiens, ça va être très très important. Et puis là, on verra un petit peu comment ça va réagir. Bon messieurs, la dernière. Dernière, Ajoie. Quand même, je veux parler d'Ajoie. Ajoie, c'est 610. 6 victoires en 10 matchs. Ils sont sur des standards comme champion suisse. Non, mais ils ont des meilleurs standards que Genève et Bienne. Ouais. Que Genève est bien, vous vous rendez compte c'est... moi c'est exceptionnel ce qui se passe. Franchement, je suis un fan absolu de ce qui se passe là parce que ça met tellement... on est tellement sûr du résultat et puis que finalement tout change. Et puis là, ce week-end, c'est Rapperswil. Donc là, ça joue vraiment très très bien au hockey. On va voir où ils en sont. Mais s'ils font des points contre Rapperswil, attention, ils sont en train de revenir. Et dangereux pour la personne n'aurait parié un centime sur cette équipe qui... sur une 13e place, voire une 2e, voire une 11e. Hein. Donc vraiment fan. J'ai lu, je sais pas si toi qui as fait l'article sur Vauclair. Non, c'est mon collègue Julien Bugli. Ouais, exact. Alors... Mais voilà, moi c'est des belles histoires et puis ça fait tellement du bien. On parle beaucoup de coach, de si. Là, c'est un mec qui a fait ses diplômes en Suisse. Qui a été directeur sportif, qui a une carrière de joueur de niveau national et international, qui est directeur sportif, qui est suisse et puis qui prend ses responsabilités et franchement chapeau. Ouais. Et dire qu'il y en a certains qui sont en train de mettre encore en cause moi je m'étais permis, paraît-il, de mettre à la retraite certains coachs de NHL. Le même commentateur estime que Julien Vauclair n'est pas du tout alors à sa place. Et enfin bref. Voilà. Alors, attends, juste une dernière chose. Par rapport à cela, on avait été dur et la personne qui avait dit ça, on en avait parlé ici. C'est Steve Huard qui est quand même particulier comme personne. Mais j'ai écouté son podcast au sujet de Lausanne. Alors évidemment, avec la bière et la cigarette, c'est particulier. C'est un style. Son langage. Ça, je respecte. Mais par contre, il a dit des vérités. Mais bien sûr. Il a dit des choses intéressantes. Et je reviens sur un autre podcast où votre collègue Fillon a parlé. Il s'est énervé à un moment donné. Il s'est lâché. Il s'est un peu énervé. J'ai eu peur qu'il nous fasse une petite attaque. Là, il m'a inquiété. J'étais sur mon vélo. Mais n'empêche que à la fin, c'est pour ça que moi je réponds aux contradicteurs. On essaye de toujours être objectif, être objectif, mais sans détenir la vérité. Ça sort du fond du cœur. Et moi, ce qui m'a dérangé dans le propos de Fillon, c'est qu'à la fin, on propose Gary Sheehan ou Pelletier, qui sont des copains. Surtout des consultants de MySports. Des consultants de MySports. C'est juste là-dessus où j'aimerais que, lorsqu'on parle de coach, j'ai pas. Joss Holden, quand je vous dis, moi, c'est un profil qui m'intéresserait en tant que directeur sportif, je le connais pas. Je connais en tant que joueur.
joueur, j'entends des choses sur lui en tant qu'entraîneur, et puis je le vois travailler, je le observe sur le banc, mais voilà, on n'a pas de parti pris. Enfin bref, l'essentiel c'est qu'on parle de hockey sur glace, quel que soit le podcast, avec passion, et je crois que là c'est quand même le cas de tout le monde, hein, oui, bien que sûr. ce soit Fillon, Huard, avec nos qualités et nos défauts. Tout à fait, justement, émotion, passion. Ou la Stammtisch, à laquelle vous participez régulièrement, évidemment. Je voulais juste rajouter avec un accent biennois. Un accent biennois qu'on adore. Non, mais juste pour en finir avec ce qu'on disait, moi je sais pas si vous avez eu la chance de voir l'émission Carabine FN sur le HC Ajoie. Donc déjà l'émission en tant que telle est juste magnifique. Pour tous les amoureux du hockey, je vous recommande d'aller la voir en streaming sur la RTS. Donc ça parle du HC Ajoie. Déjà, petite enquête, le principe c'est en gros ils font une radio pendant 3 jours, ils donnent des postes de radio à tous les gens. Voilà. C'est très sympa. Ouais. Et ils ont interviewé Vauclair, c'était avant qu'il soit coach, je précise. Et en fait, ils lui ont posé une question. Il a dit bon voilà. D'abord, c'était très intéressant aussi parce qu'il y avait une Nénès Aubry qu'il a eu à l'école de hockey, qui est toujours à l'école de hockey, donc genre club familial, tu fais difficilement mieux. Il a bouclé la boucle, il a expliqué, il est parti, il a raconté l'enfance des frangins Vauclair qui vivaient dans une caravane pendant 2 ans à côté de la patinoire. Ils vivaient à la patinoire, c'était des gars de la Pato. Et en fait, à un moment donné, il lui pose la question, lui disent il montre il a des enfants. Il a dit oui, j'ai 2 filles. Et il dit qu'est-ce que tu voudrais qu'ils gardent de toi et tout. Et Vauclair s'est mis à pleurer. Il a dit j'aimerais que mes enfants m'aiment autant que j'aime mes parents. Pourquoi j'en viens là ? Parce que voilà, je le compare souvent à Del Courteau en termes émotionnels. Et en fait, c'est ce qui manque du côté de Lausanne, par exemple, c'est les émotions. Et un gars comme ça, quand il parle dans un vestiaire, comme tu dis Laurent, il parle avec son cœur. Et il est crédible, hein, attention. Ouais, bien sûr. Et moi, je veux dire, moi, ce que je vois, au Pécaliste, les frangins, ils ont dit qu'ils ont mangé ensemble. Il a dit, il aime de plus en plus ça. Moi, je pense qu'il va rester entraîneur. Et autre info, il semblerait que Sheehan ne soit pas reconduit. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en termes de budget, moi, je souhaite vraiment, pour le hockey suisse, pour Ajoie, pour cette famille, qui continue son job, peu importe les résultats, mais parce qu'on a besoin de gens comme ça. Et si Sheehan n'est pas reconduit, c'est qu'ils ont racheté son contrat, j'imagine. Alors non, peut-être. Mais en fait, apparemment, dans une interview, Vauclair a expliqué qu'il n'y avait pas de clause finalement. Donc ça c'est ce qu'ils disent dans ça c'est de la communication, ça on ne sait pas. Ouais. Mais c'est pas les infos qu'on avait. Mais juste par rapport à l'entraînement, je vous le dis souvent, mais un entraîneur aujourd'hui, surtout dans la situation de Lausanne, c'est les émotions aussi. Moi, j'ai eu un entraîneur en U17 qui avait vraiment aucun talent tactique, mais quand il nous parlait, je montais sur la glace, j'avais envie de tuer tout le monde. Alors c'est pas très dur avec moi, mais avec des gars, tu me connais bien Cyril, mais avec des gars qui sont très très calmes. Et j'ai eu un entraîneur NHL et je regardais la pendule à chaque entraînement. Donc ce que tu renvoies avec ton cœur, c'est ce qu'il a besoin à Lausanne. Et il est forcément concerné, il vient de là, c'est ses racines, son ADN. C'est un peu plus facile de jouer sur les émotions quand on est à Ajoie ou à Ambry ou je sais pas où que à Lausanne ou à Berne ou Zurich. Hein. Exactement. Voilà, c'est pas les mêmes contextes. Mais d'où l'importance de choisir les bonnes personnes. Mais en ce moment, c'est vraiment, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de confiance et puis de passion, quoi. Ils ont vraiment besoin de passion et d'avoir un jeu stéréotypé comme on a voulu mettre en place pour prendre moins de goals, je comprends, mais par contre ça amène une équipe qui joue sans passion et sans créativité. Mais d'ailleurs, je précise, hein, Tangnes à Zug, c'est un gars qui joue énormément sur les émotions, il est très bon. Je sais pas si vous avez vu Inside dans le vestiaire quand les gars ils pleuraient, hein, ils adorent leur coach. Ça fait partie des belles histoires du hockey, quoi. Eh bien messieurs, le mot émotion, c'est ce qu'on va retenir, c'est également ce qui nous anime ici à l'occasion. Oui, on est à 1h06, il regarde le chrono. Pénalité, prolongation, c'est ça. On fait tirer Cyril. C'est bien la première fois qu'on a un Français au travail et qui joue les prolongations. Enfin bon, ça c'est encore. Mais heureusement que l'émission n'était pas hier, j'étais en train de manifester pour la retraite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Bon, en tout cas, l'émotion, la passion, c'est ce qui nous anime ici dans le cadre du premier bloc. On a parlé des autres podcasts, on a parlé de Fillon, on a parlé de Huard, on a parlé de la Stammtisch. Pour oublier personne, il faut quand même citer Beau et de Beta avec Colfax que vous pouvez également voir sur le site planethockey.com. Il a également le point de vue de la liberté. Enfin, il y en a plein. Et alors, les avis sont différents, sont parfois un petit peu moins. Un peu plus mesurés. Un peu plus mesurés, on va dire ça comme ça. Enfin, pourquoi vous me regardez? Chacun a son style. Mais en tout cas, on vous encourage encore une fois à tous nous écouter.
écouter parce que ce sont des avis il y a souvent quand même un vrai fond de vérité dans tout ce qui se dit, surtout quand ça vient du cœur. Je vous rappelle qu'il y a encore un gros programme de hockey sur glace, que ce soit sur planethockey.com, mais également dans les patinoires, parce que comme vous le savez, et comme on le dit lors de chaque semaine, lors de chaque émission même, le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Merci encore une fois. Merci à Cyril Pache de nous avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop traumatisant. Non, merci pour l'invitation, c'était très sympa. Et juste une petite anecdote, une fois on a été voir un match, on s'est retrouvé à Lyon, et puis ce match de hockey, je me rappelle toute ma vie, parce qu'il y avait le joueur NHL français Roussel je sais pas ce qu'il avait mangé avant le match, il voulait tuer tout le monde, et puis c'était un match incroyable alors que c'était un match amical, et puis après je lui ai fait visiter mon quartier, et puis on a rencontré des amis, puis il a bien aimé la soirée en tout cas. On appelle ça une expérience. Une expérience. À Lyon il y a de quoi faire. Je confirme, j'ai vécu Lyon avec Lolo, c'est une expérience. Donc voilà, et puis juste rajouter que dimanche soir, gros match de hockey, Davos-Berne, en direct sur les Mains Bleus à 19h30, et puis on espère qu'il y aura un match de haute qualité. Et vive le hockey roman. Voilà, merci Christian Ponty, merci Laurent Perroton, merci à vous. Cyril Pache. Excellente fin de journée à toutes et à tous, c'était Philippe Ducarreau. N'oubliez pas, si vous avez raté le début de cette émission, rediffusion dans quelques minutes à partir de 20h, soit au moment où les matchs auront déjà débuté. Mais enfin, allez, si vous nous prenez maintenant comme ça au passage, eh bien je vous conseille d'attendre un tout petit peu et d'écouter l'émission dans son intégralité. Merci encore une fois, on se retrouve lundi sur le coup de 20h pour le premier bloc, l'after. Excellente fin de journée à toutes et à tous, et à lundi, bye bye.